Eh bien, c'est l'heure de la chronique de notre confrère Olivier Granilic. Olivier qui a, d'une certaine manière, synthétisé le fameux dossier de la loi de conscription des élèves des yeshivot. On en a beaucoup parlé cette semaine. Il nous dresse une sorte de résumé en essayant de rentrer dans les détails, en particulier concernant les quotas d'enrôlement des élèves des yeshivot. Olivier, c'est à vous. On commence, Daniel, par les quotas, parce que c'est vraiment là le cœur de la réforme. Le texte présenté par Boaz Bismuth affiche un chiffre qui frappe, 8160 Haredim à enrôler, un nombre impressionnant qui peut facilement induire en erreur. En effet, ce quota n'est pas annuel, il s'étale sur 1 an et demi, et si on ramène donc ce chiffre à une année classique, on arrive à environ 5500 recrues, et parmi elles, jusqu'à 10% qui pourront choisir un service civil sécuritaire dans des organismes comme la police, le Shabak ou le Mossad. Ce service civil sera comptabilisé comme un service militaire et avec cette possibilité, le nombre de jeunes réellement attendus dans l'armée tombe donc à 4896. Et pour comprendre l'écart, il suffit de revenir au projet d'Einstein. Dans sa version, la première année devait compter 5760 enrôlements avec un objectif clair, au bout de 5 ans, atteindre 50% d'une classe d'âge Haredi réellement enrôlée. Un objectif ambitieux qui n'apparaît pas du tout dans la proposition de Boaz Bismuth. Passons maintenant aux sanctions. Dans la loi Bismuth, elles sont conditionnelles, elles ne s'appliqueront que si la communauté ne respecte pas les quotas. Donc concrètement, aucune sanction individuelle avant 2027. Et même après, elle reste très limitée, pas de permis de conduire, pas de sortie du territoire, jusqu'à l'âge de 23 ans seulement. Dans la loi Eldenstein, ces mêmes sanctions allaient jusqu'à l'âge de 26 ans, ce qui crée bien sûr une pression beaucoup plus forte. Le calendrier joue lui aussi un rôle essentiel. La première année de la loi est figée jusqu'au 30 juin 2027, quelle que soit la date du vote. Par conséquent, l'évaluation des quotas est repoussée et toutes les sanctions économiques déjà imposées disparaissent dès l'adoption du texte. En clair, les droits sont rétablis immédiatement et les obligations sont, elles, repoussées à plus tard. C'est un point central du projet Bismuth. Autre volet important, les institutions, si les objectifs ne sont pas atteints, certaines yeshivot pourront perdre des subventions, des aides ou des allocations. Ce mécanisme est clairement écrit dans la version Bismuth alors qu'il était beaucoup moins défini dans le projet Edelstein. Il y a aussi une question très importante qui est considérée comme Haredi. Dans le texte, Bismuth est considéré comme orthodoxe tout jeune ayant étudié entre 14 et 18 ans dans un établissement religieux, dans une yeshiva, même s'il quitte ce milieu après. Cette définition élargit et augmente donc mécaniquement le nombre de personnes comptées dans les quotas. Enfin, autre différence majeure, l'intégration du service civil dans les quotas. Dans la loi Bismuth, un jeune de 20 ou 19 ans, s'il est marié, pourra demander un service civil sécuritaire et ce service comptera comme un enrôlement militaire. Le plafond est fixé à 10%. Dans la loi Eldenstein, le projet prévoyait même un quota minimum de combattants, un élément qui a totalement disparu dans la loi Bismuth. Comme vous l'avez dit, Daniel, les discussions autour de ce texte commencent donc cette semaine. Il sera examiné par la Commission des Affaires étrangères et de la Sécurité, puis transmis au conseiller juridique de cette commission. La version finale sera ensuite présentée aux députés à la Knesset. On peut s'attendre à des débats animés et le texte devra encore franchir une autre étape essentielle, celle de la Cour suprême. Autrement dit, il coulera encore beaucoup d'eau sous les ponts avant que cette loi soit définitivement adoptée par la Knesset.